Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, il s'imaginait probablement que ce serait une tâche aussi simple que d'aller au coin de la rue pour acheter un pack de bière. Bien sûr, il faut peut-être prendre son portefeuille, dans ce cas son armée, et il faut peut-être parler à la personne à la caisse ou, vous savez, bombarder quelques dizaines de villes. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas une tâche particulièrement compliquée. Maintenant, imaginez que vous partez pour le magasin du coin, et qu'en sortant dans la rue, vous tombez sur toute une brigade de voisins armés jusqu'aux dents. Ils ont bâti des défenses si solides que, 4 ans après, vous n'avez parcouru que la moitié du pâté de maison. Les bâtiments à moitié détruits fument encore, et vous n'avez toujours pas eu cette foutue bière. Eh bien, c'est la situation dans laquelle se trouve la Russie alors que son offensive du printemps 2026 s'éternise. Malgré plus de 4 ans de combat, au prix de plus d'1 million de morts et de blessés, Moscou ne contrôle toujours que 20% de l'Ukraine, y compris la péninsule de Crimée qu'elle a annexée en 2014. Les objectifs militaires des opérations spéciales sont passés de la prise de Kiev en 3 jours à la simple prise de contrôle de l'ensemble du Donbass, un but désormais accessible uniquement à un coût considérable. Avant de continuer la vidéo d'aujourd'hui, un mot sur notre sponsor Raycon. Ils sont arrivés ce matin et je les ai testés au bureau. J'étais un peu confus au début. Je me suis dit, écouteurs mode d'emploi, je le jette. Mais ceux-ci sont un peu différents. Ils s'appellent les clip-on. Donc vous mettez cette partie dans votre oreille, et vous placez celle-ci ici. Et comme ça se clipse et ça ne tombe pas. Je ne sais pas. J'ai essayé divers écouteurs, peut-être à cause de la forme de mes oreilles, mais ceux-ci étaient un super, connecté à mon téléphone. Oh, la lecture s'est lancée. Arrête la lecture. D'habitude, tu veux que ça joue, mais là j'enregistre une pub pour vous, donc je ne veux pas. Ils se clipsent sur l'oreille, pas dedans, sont très légers et sans pression, donc très confortables. Leur design en métal à mémoire de forme les maintient bien en place. Il est noté que je les ai portés en marchant, mais c'est faux. Je les ai seulement mis au bureau ce matin. Mais je vais les essayer en marchant, et je suis sûr qu'ils seront tout aussi fantastiques que tous les écouteurs Raycon. Le design open-ear est sympa car il permet d'écouter de la musique ou de passer des appels tout en restant attentif à l'environnement, ce qui est pratique en ville avec la circulation. Même si ce serait agréable de m'isoler du monde, ce n'est pas vraiment la meilleure idée. Et puis, la qualité du son, waouh, elle est franchement très bonne. Les appels passent bien et sont clairs, et la batterie dure beaucoup plus longtemps que ce à quoi tu t'attends. Enfin, c'est ce qui est écrit, mais je les ai reçus ce matin. Tes autres trucs durent toujours longtemps, donc ceux-là aussi. Tu peux aussi les connecter à plusieurs appareils et passer de l'un à l'autre sans chercher dans les paramètres. Je vais les utiliser tous les jours. Ce sont vraiment les écouteurs à clipser parfaits pour ta routine quotidienne. Alors rendez-vous sur buyraycon.com/warfrontclip pour obtenir 15% de réduction. Merci à Raycon de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, retour à la vidéo du jour. Un des principaux problèmes de Moscou en cette 4e année de guerre est l'épuisement de son armée. Selon un article publié en février par Dmitry Kuznets, analyste militaire au centre Carnegie Russie-Eurasie, le recrutement en Russie s'élève à environ 30 à 40 000 soldats sous contrat par mois. Et selon des responsables occidentaux interrogés par Warfront, les pertes de personnel de la Russie dépassent le recrutement chaque mois depuis au moins décembre. Mars a été un très mauvais mois pour les pertes russes, avec un record de victimes après la première grande poussée de l'offensive de printemps. Cela n'augure rien de bon non plus pour l'armée russe, ce n'est pas optimal. Le recrutement est devenu coûteux pour Moscou, car des primes d'engagement plus élevées pour attirer de nouvelles recrues sont devenues plus courantes et la qualité de ces recrues a nettement diminué. Dans le système actuel, les citoyens défavorisés socialement, tels que chômeurs ou détenus, forment une grande part des nouvelles recrues. Cela signifie qu'un nombre accru de personnes ayant des qualifications limitées servent en première ligne. Pour recruter de meilleurs candidats, Moscou a lancé une campagne ciblant les opérateurs de drones, un poste demandant plus de discipline et de formation que d'autres. La campagne propose un contrat d'1 an, contrairement à l'engagement habituel des soldats russes jusqu'à la fin de la guerre. Le Kremlin envisage également de modifier son approche de la conscription dans d'autres domaines, mais d'une manière moins attrayante et davantage dans l'optique, comment trouver des conscrits sans provoquer d'émeutes. Le 20 mars, les gouvernements locaux d'une province russe ont ordonné aux entreprises comptant plus de 150 employés de désigner 2 à 5 employés pour la conscription. L'intégration des entreprises au recrutement crée une mobilisation cachée, évitant les annonces officielles. Des rapports indiquent que Moscou préparerait une conscription similaire dans les grands centres, ce que Poutine avait jusque-là évité.
De telles mesures drastiques deviennent de plus en plus nécessaires, alors que le nombre de morts russes continue d'augmenter. Selon la base de données tenue par Mediazona et la BBC, qui n'inclut un décès que s'il a été confirmé à 100%, plus de 213 000 soldats russes sont morts lors de l'opération militaire spéciale. C'est plus que le nombre total de morts, toutes causes confondues, pour les forces américaines ayant servi en Corée, au Vietnam et pendant la Première Guerre mondiale réunies. Et étant donné qu'il ne s'agit que des décès confirmés, le nombre réel est probablement bien plus élevé. En plus de la pression croissante due à l'augmentation des pertes, Moscou doit faire face à un choc économique. La guerre en Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz ont accru la demande de pétrole russe, poussant les États-Unis à suspendre certaines sanctions. Ces évolutions ont doublé le prix du pétrole russe par rapport à sa moyenne d'avant-guerre, apportant d'abord un afflux de revenus stabilisant à une économie russe sous pression. Cependant, à la grande contrariété de Moscou, des attaques de drones ukrainiens contre des terminaux et raffineries de pétrole russes en mer Noire et Baltique ont presque annulé cet élan. L'ampleur des dégâts causés à la capacité d'exportation du port a été si importante que les compagnies pétrolières de Russes ont été contraintes de réduire leur production et pourraient même déclarer un cas de force majeure, non pas en raison de leur incapacité à produire, mais à cause de leur incapacité à livrer physiquement. Selon le programme russe de l'université George Washington, après les attaques, les exportations de pétrole russe ont chuté de 43% en l'espace d'une semaine, et malgré des prix restant à un niveau record depuis 13 ans, les revenus des exportations de pétrole sont passés de 2,45 milliards à 1,44 milliard de dollars. La réduction de la capacité d'exportation russe aurait poussé un allié non précisé à demander à Volodymyr Zelensky de limiter les attaques contre les infrastructures énergétiques russes, du moins tant que la crise énergétique mondiale liée à la guerre en Iran continue. Puisque les États-Unis sont les seuls à avoir levé les sanctions sur le pétrole russe pendant la guerre qu'ils ont déclenchée, alors que l'Union européenne est restée ferme, il n'est pas absurde de supposer que l'allié non précisé soit les États-Unis. Il convient également de noter que la dissidence apparaît de plus en plus fréquemment, même dans les coins les plus inattendus de la société russe. Ilya Romeslo, avocat et ancien partisan de Poutine, a fait la une en mars après avoir publié sur Telegram « 5 raisons pour lesquelles j'ai cessé de soutenir Vladimir Poutine ». Il a qualifié l'invasion de l'Ukraine de guerre sans issue, protesté contre la coupure d'Internet et déclaré « Poutine doit démissionner et être jugé comme criminel de guerre et voleur ». Ce revirement est pour le moins surprenant. Romeslo a été payé par Moscou en tant que blogueur pro-Kremlin pendant un certain temps et il est au moins partiellement responsable de l'arrestation en 2021 et de la mort qui a suivi d'Alexeï Navalny. Plus récemment, la star russe pro-Kremlin Victoria Bonia a aussi exprimé ses inquiétudes, publiant une vidéo pour avertir Poutine, que la plupart du pays avaient trop peur de lui pour lui dire honnêtement ce qui se passait. En citant les inondations, l'abattage du bétail, les coupures d'Internet et la pression financière sur les petites entreprises. Certains estiment que la vidéo de Bonia était mise en scène, car le Kremlin a réagi avec douceur au lieu de l'envoyer dans un asile. En tout cas, il se passe beaucoup de choses en Russie actuellement. Et si vous êtes Vladimir Poutine, vous voulez probablement contrôler ce que les gens dans votre pays peuvent voir à propos de tout ce qui se passe. À Moscou et dans d'autres grandes villes russes, les coupures d'Internet s'allongent et s'aggravent, tout comme les restrictions sur les applications et sites web accessibles, y compris Telegram, utilisés par l'immense majorité des Russes pour à peu près tout. Moscou invoque des raisons de sécurité pour ces restrictions, alléguant que les drones ukrainiens peuvent utiliser les réseaux mobiles russes pour la navigation et le ciblage, et que Telegram n'est pas suffisamment sécurisé. Mais les experts affirment que ces coupures correspondent davantage à celles mises en place pour réprimer ou empêcher des manifestations de masse. La restriction d'Internet alimente des théories selon lesquelles Poutine voudrait isoler la population russe avant de possibles campagnes de conscription. Au vu de la situation sur le front, priver les Russes d'informations sur la guerre semble plus crucial que jamais. Maintenant que le décor est planté en Russie, tournons-nous vers le champ de bataille. Il est clair que l'un des principaux axes de l'offensive de printemps vise Sloviansk, une ville ukrainienne qui se trouve actuellement à environ 13 km de la ligne de front. Si les attaques contre Sloviansk réussissent, ce sera la plus grande ville prise par les Russes depuis des années. Mais en réalité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sloviansk constitue l'ancrage nord de la ceinture de forteresses ukrainiennes, une zone très fortifiée du Donbass qui bloque les forces russes depuis des années.
Nous avons déjà analysé en détail la ceinture de forteresses en février. En résumé, ces villes seront très difficiles à prendre. Pour atteindre Sloviansk, les forces russes devront traverser les villes et villages périphériques comme Raya Alexandrivka et Platonivka, ainsi que la ville de Laman, où l'Ukraine a repoussé plusieurs tentatives de prise de territoire. Cela, en soi, sera coûteux. L'offensive russe pour prendre Pokrovsk montre comment une telle attaque se déroulerait. Il a fallu près de 2 années complètes d'assauts frontaux aux Russes, progressant lentement de quelques dizaines de mètres, pour finalement prendre le contrôle en décembre 2025, des années pendant lesquelles Moscou a engagé et perdu des quantités incroyables de ressources et de vies humaines. Une ville 2 fois plus grande que Pokrovsk, faisant partie d'une région littéralement surnommée la ceinture fortifiée, ne sera en aucun cas plus facile à prendre. Pour comprendre notre propos, il suffit de voir les récents rapports. Depuis le début de leur offensive de printemps, les forces russes subissent donc des pertes importantes. Les responsables ukrainiens ont signalé des pertes records pour Moscou dans la seconde moitié de mars, après une brève accalmie fin février. Cette accalmie était due à une diminution des assauts des forces russes, car elles ont pris plusieurs semaines pour se préparer à une attaque de plus grande envergure. Mais malgré leurs préparatifs, la première poussée de l'offensive de printemps a entraîné près de 5000 Russes tués ou blessés en seulement 3 jours. Ces pertes élevées s'inscrivent dans un plan ukrainien visant à épuiser les forces russes plus vite qu'elles ne sont remplacées. C'est une façon élégante de dire qu'ils ont l'intention de tuer plus de personnes que Moscou ne peut en recruter chaque mois. Déjà, il y a des rapports indiquant que les taux de recrutement en Russie sont actuellement inférieurs de 15% à ce qu'ils devraient en être. Les drones ukrainiens ayant visé routes logistiques et entrepôts militaires, la livraison d'armes, de carburant et de troupes vers le front est compromise, rendant le printemps peu favorable à la Russie. Maintenant, écoutez, ne vous y trompez pas, les forces de Kiev n'ont pas la tâche facile non plus. Le recrutement en Ukraine, comme en Russie, reste difficile, et la pénurie de nouvelles recrues fait que les soldats en service sont moins souvent relevés, entraînant fatigue et des taux records d'absence non autorisés. Les unités d'élite ukrainiennes sont mises à la rude épreuve, car renforcer une zone peut signifier en laisser une autre potentiellement plus exposée. La guerre des drones a compensé le manque de main-d'œuvre, mais il ne faut pas croire que tout est facile pour les défenseurs. La guerre reste difficile pour l'Ukraine, bien que la situation soit jugée meilleure pour Kyiv qu'en 2025 selon les analystes, de nombreux Ukrainiens meurent encore pour défendre leur pays. Mais revenons aux drones. En septembre dernier, le Centre international pour la défense et la sécurité, ICDS, a décrit la situation sur les lignes de front. La densité des drones de reconnaissance et d'attaque a créé une zone létale d'une profondeur de 510 km le long de la ligne de contact, où les fortifications classiques, larges tranchées, abris de pelotons ou compagnies et points forts concentrés, sont devenus très vulnérables et de moins en moins utilisables. La zone de destruction s'étend désormais jusqu'à 35 km par endroit, limitée surtout par la portée des drones FPV sur le front. La surveillance généralisée oblige de petits groupes de soldats à tenir seuls la ligne de front sur une vaste zone. Le résultat, c'est que les avancées aujourd'hui sont extrêmement lentes et extrêmement dangereuses. Les chars sont totalement incapables de passer inaperçus face aux drones ennemis, et même s'il est plus probable qu'un individu puisse avancer à pied, à cheval ou à moto sans être éliminé, cela n'est pas particulièrement utile pour réaliser autre chose que des gains extrêmement localisés. Tout cela signifie qu'en tant que force d'attaque, la Russie a énormément de mal à progresser. Lorsqu'ils avancent, c'est souvent à une allure d'escargot et accompagné de lourdes pertes. La situation ne s'améliorera pas s'ils atteignent la périphérie de Sloviansk, ce qui prendra sans doute des mois et coûtera des dizaines de milliers de vies supplémentaires. À ce stade, les combats prendraient une forme un peu différente, bien que la tactique éprouvée de la Russie pour les villes soit de les réduire en ruines, puis de planter un drapeau dessus et d'appeler cela une victoire. Avdiïvka et Pokrovsk ont montré que les Ukrainiens peuvent tenir pendant des années entières dans ces conditions. La Russie essaiera sans doute d'infiltrer progressivement de petites unités en ville. Ces unités auront pour mission d'établir des positions à partir desquelles elles pourront mener une guerre de drones symétrique à l'intérieur des défenses de la ville. Malheureusement pour eux, cela va représenter un obstacle de taille à surmonter. Les opérateurs de drones ukrainiens ont mis au point des tactiques adaptées à cet environnement, qui pourraient pas sérieusement gêner les forces russes. Sachant de quel type de défense dispose l'armée ukrainienne, il semble qu'une tentative sur Sloviansk reviendrait pour Moscou à s'engager dans une bataille désastreuse et prolongée, à un moment où l'Ukraine paraît plutôt bien équipée pour leur faire payer une telle initiative. Kyiv fabrique aujourd'hui 7 à 8 millions de drones par an, plus que toute autre démocratie, et les utilise très efficacement.
Selon des responsables occidentaux, en contact avec les fronts de guerre, les drones représentent désormais bien plus de 80% de toutes les pertes infligées à ce stade du conflit, un chiffre qui inclut les cibles mécaniques comme les véhicules, ainsi que l'élimination du personnel. Bien que les bombardements massifs de la Russie et les interceptions ukrainiennes aient été impressionnants, le conflit sur la ligne de front persiste. Dans une sorte d'impasse, une guerre d'usure acharnée où les avancées se mesurent en mètres plutôt qu'en kilomètres. Comme l'a dit Emil Kastahalmi, analyste militaire du groupe Blackbird basé en Finlande, ce n'est pas parce que pendant 1 ou 2 mois, la Russie progresse plus lentement que l'Ukraine qu'il y a forcément eu un grand changement. Nous avons mentionné la voie russe vers Sloviansk, mais l'offensive de printemps ne vise pas seulement Sloviansk ni toute la ceinture de forteresses. Actuellement, l'Institut pour l'étude de la guerre identifie 3 ou 4 principaux secteurs de combat. Outre Sloviansk, il y a une poussée vers la ville de Kharkiv au nord, une autre vers la rivière Oskil et la ville de Kopiansk au nord-est, ainsi qu'une intensification des combats dans le sud, dans l'oblast de Zaporijia. Comme nous allons le voir, aucune de ces offensives ne se passe particulièrement bien pour Moscou. Commençons par la poussée vers Kharkiv. Située à 30 km de la frontière d'avant-guerre avec la Russie, la ville reste à 20 km des lignes de front, hors de portée de l'artillerie russe. Les forces russes cherchent à repousser les Ukrainiens pour établir une zone tampon défendable d'où elles pourraient en lancer des attaques d'artillerie sur la ville. Ce front a vu de nombreuses attaques menées par de petites équipes à moto, mais très peu de mouvements depuis que le Kremlin a ouvert ce front en 2024. L'oblast de Kharkiv comprend aussi la rivière Oskil, que les forces russes cherchent à franchir pour prendre Kopiansk et avancer vers l'est de Kharkiv et le nord de Donetsk. Les soldats russes dans cette région ont manifestement décidé que les motos étaient trop voyantes et ont préféré tenter une infiltration beaucoup plus discrète. En empruntant des gazoducs désaffectés, en rampant ou en conduisant selon leur taille, parfois durant des heures ou des jours pour entrer en Ukraine. Jusqu'à présent, cette voie d'entrée particulière n'a pas été couronnée de succès à Kopiansk. Les attaques sur les infrastructures de communication et d'approvisionnement ukrainiennes en première ligne ont été plus efficaces, causant des pénuries aux forces ukrainiennes, au point que 2 commandants ont été limogés ou rétrogradés pour mauvaise gestion. Plus au sud, à Zaporijia, le lieutenant-colonel ukrainien Vyatili Gasaka, commandant dans la région, prévoit que les combats ne feront que s'intensifier à mesure que le printemps avance et que le sol continue de sécher après la bouse hivernale. Fin mars, la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par la Russie, a brièvement perdu l'électricité, suscitant des inquiétudes quant à sa stabilité et poussant l'Agence internationale de l'énergie atomique à demander un cessez-le-feu local pour permettre des réparations en sécurité. La capitale régionale a déjà commencé à voir arriver de petits drones FPV explosifs pilotés par les forces russes dans la région, ce qui soulève la possibilité inquiétante que le genre de chassement à l'homme mené par les troupes de Moscou contre les civils à Kherson puisse se produire à Zaporijia. Cependant, globalement, les maigres avancées de la Russie ont été très coûteuses. Les défenses ukrainiennes sont désormais bien retranchées, et les pertes russes sont particulièrement élevées près de Pokrovsk, dans la province de Donetsk, à 2 heures de Sloviansk, en raison de plusieurs contre-attaques ukrainiennes. Et en parlant de contre-attaque, le chef militaire ukrainien Oleksandr Syrski a affirmé début avril que l'Ukraine avait repris le contrôle de plus de 475 km², principalement dans le sud, depuis la fin janvier. Ce bras de fer avance lentement pour des bandes de terre étroites et se poursuit sans qu'on voie la fin. De nombreuses tentatives de négociation de cessez-le-feu ont été essayées sans succès pour mettre fin au combat, ou au moins les interrompre, mais les conditions présentées par chaque camp restent mutuellement exclusives. Malgré l'enlisement militaire, Moscou exige toujours que Kiev cède des territoires du Donbass que les forces russes n'ont pas conquis. Kiev fait justement remarquer que céder la ceinture fortifiée sans combattre laisserait l'Ukraine sans défense face à de futures attaques russes à l'avenir. Personne ne fait confiance à Vladimir Poutine, ce qui explique l'échec répété des négociations. L'administration Trump agit comme s'il s'agissait seulement de conclure une affaire immobilière, plutôt que de l'équivalent, au XXIe siècle, d'une demande à la Tchécoslovaquie de céder les Sudètes à l'Allemagne nazie. L'Ukraine ne peut céder le Donbass sans solide garantie de sécurité que les Américains refusent soit d'offrir. Vladimir Poutine pense toujours que les États-Unis cesseront de soutenir l'Ukraine, ce qui stopperait le partage de renseignements et empêcherait les Européens d'acheter du matériel américain pour Kiev. L'administration Trump a refusé d'agir, laissant le conflit se poursuivre. De plus en plus de virages sont gâchés, juste pour flatter l'ego des vieux autocrates du Kremlin.
Jusqu'à ce qu'il change d'avis ou qu'il quitte ses fonctions d'une manière ou d'une autre, les drones et leurs opérateurs continueront de traquer, les missiles continueront de voler, et les civils continueront de faire de leur mieux pour tenir le coup, alors que l'offensive de printemps de la Russie se prolonge dans l'été. Merci d'avoir regardé.